Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer que en quelques secondes, il est possible de vérifier la plupart des formules de physique. Si vous passez un quart d'heure dans un devoir à démontrer une formule, il est très rentable de passer 30 secondes ou 1 minute au pire pour vérifier sa formule. Et ce que je vais donner comme exemple peut très bien être compris par des élèves de terminale. Donc je m'adresse à eux, je m'adresse aux élèves de terminale qui veulent faire des études scientifiques. S'ils appliquent systématiquement les méthodes que je vais présenter, ça leur évitera beaucoup de temps perdu et cela pourra leur donner quelques points en plus. L'expérience montre que même en classe prépa, même en fin de classe prépa, en licence, il y a encore beaucoup d'élèves qui ne pensent pas à vérifier les résultats comme je vais le faire maintenant. Donc pour eux, ce sera un petit rappel certainement sur des choses qu'on leur a déjà dit, mais qu'ils ont un petit peu oublié de faire. Alors souvent, le simple bon sens permet de vérifier une formule. Notamment quand on a une grandeur numérique complètement aberrante, il n'y a pas besoin forcément d'avoir fait de la physique pour s'en rendre compte. Il n'est pas rare, par exemple, que je retrouve comme résultat dans des copies d'élèves qui ont déjà passé le bac, je retrouve par exemple 2 kilogrammes pour la masse d'un atome. Il y a des élèves qui écrivent ça, qui le laissent sans se poser de questions. Donc vous voyez bien que le simple fait de se poser une question permet parfois de trouver l'erreur que l'on a faite. Autre exemple, si vous êtes ingénieur et qu'on vous demande de calculer le diamètre d'une poutre porteuse dans un bâtiment, il est évident que le diamètre ne sera pas inférieur au millimètre ou qu'il ne sera pas supérieur à 40 mètres. Donc voilà, là encore, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Il faut au moins, dans ce cas-là, si on n'a pas le temps de trouver son erreur, il faut au moins signaler dans sa copie qu'on a un petit peu de bon sens et qu'on se rend compte au moins que le résultat est complètement aberrant. Alors, je donne un ou deux autres exemples. Voici un exemple trouvé dans une copie de classe prépa. On demandait de calculer la vitesse d'un électron qui était accéléré par un champ électrique uniforme, c'est-à-dire le même en tout point de l'espace et en fonction du temps. Donc bon, si vous avez fait un petit peu de physique en terminale, vous devez vous dire que l'électron doit toujours être accéléré, hein, puisqu'il subit une force électrique et donc sa vitesse va augmenter indéfiniment. Alors il se trouve qu'en relativité, on montre que la vitesse de cet électron va tendre vers la vitesse de la lumière. Et c'est ce qu'il fallait trouver ici dans cet exercice, c'est ce qu'il fallait montrer. Or, voici ce que propose cet élève. Finalement, il trouve que la vitesse tend vers 1. Et quand on regarde le détail, c'est même pas 1 mètre par seconde, c'est 1 tout seul, parce que ça résulte d'une simplification temps sur temps. Donc son résultat n'a même pas de dimension. Donc vous voyez, c'est un exemple typique où il suffit de s'arrêter une seconde, de prendre un tout petit peu de recul par rapport à sa copie pour vérifier que la réponse, même si c'était 1 mètre par seconde, ça n'aurait pas beaucoup de sens physique. Autre exemple, cette fois avec une formule littérale. Dans cet exercice, je demandais à quel instant T2 un photon rejoint un certain point en ayant été émis à un instant T1 donné. Donc il était évident que T2 allait avoir lieu après T1 puisque le photon n'était pas encore parti à l'instant T1, T1 étant un instant positif. Or, voici le résultat que me donne cet élève. T2 égale moins T1. Autrement dit, T2 négatif, T2 a lieu avant T1. Donc voilà, sans faire le moindre calcul, il est évident que cette réponse n'a aucun sens. Donc cet élève est tout à fait intelligent et aurait très bien pu retrouver cette erreur simplement en prenant le temps de prendre un petit peu de recul. Il ne faut pas systématiquement sauter à l'équation suivante, à la question suivante. Il faut, pour gagner le plus de points possible, il faut prendre son temps pour vérifier son résultat. Alors, il y a un autre type d'erreur qui est assez facile à détecter, à débusquer. Ce sont les erreurs d'application numérique, de calcul. Lorsque l'ordre de grandeur est complètement faux, ben, il faut le signaler. Donc, c'est pas toujours quelque chose d'évident, surtout quand on n'a aucune notion sur le domaine dont il est question dans le problème. Mais là, par exemple,
Si vous regardez la formule qui est donnée, EC représente en fait l'énergie d'un condensateur, non pas l'énergie cinétique. Donc, bon, peu importe si vous connaissez ça en électronique, un condensateur, c'est un petit composant qu'on retrouve dans des cartes. Alors, il y en a des plus gros, mais ici, donc l'énergie qui est trouvée par cet élève, l'énergie contenue dans le condensateur, vaut 8 10 puissance 13 joules. Donc, quand on voit 10 puissance 13 joules, on doit tout de suite, on doit avoir le réflexe de se demander si cet ordre de grandeur a un sens ou pas. Et bon, quand on fait le calcul, eh bien, là, vous voyez, j'ai marqué sur cette copie que c'était, d'après un petit calcul que j'ai fait, c'était de l'ordre de grandeur de la production d'électricité, enfin d'énergie électrique, par une centrale nucléaire sur toute une journée. Voilà. Donc on voit bien comme ça que ça n'a aucun sens. Alors il n'y a pas forcément besoin de faire cette comparaison, mais il faut déjà vraiment se poser une question et vérifier ses résultats dès qu'on voit une puissance de 10 élevée, par exemple, pour de l'énergie. Il faut voir si ça correspond à quelque chose d'énorme dans le problème. Alors, très souvent, ces erreurs d'ordre de grandeur sont dues soit à une mauvaise utilisation de la calculatrice, par exemple, on a oublié un signe moins dans un exposant, ou alors elles sont dues à des conversions d'unités. Et il y a encore beaucoup d'élèves, que ce soit en terminale ou dans le supérieur, qui ne sont pas très à l'aise dans la conversion des unités, c'est-à-dire qu'ils arrivent à le faire en prenant du temps, mais pas de manière systématique et donc ils perdent beaucoup de temps à être sûrs d'eux et donc c'est pour ça que probablement ils ne vérifient pas systématiquement leur conversion. Alors, il y a pourtant moyen de faire ça de manière tout à fait systématique et très rapide. Par exemple, si je prends le cas d'une surface S, je veux convertir par exemple 5 km². Donc, ce qu'il faut absolument éviter, et que je vois parfois sur des copies, sur des brouillons, c'est de faire des tableaux à colonnes pour convertir par exemple 5 km² en mètres carrés ou en centimètres carrés. Donc, mettons, je veux convertir 5 km² en mètres carrés. Qu'est-ce que je fais? C'est tout simple. 5 km², en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 5 fois l'aire d'un carré de 1 km de côté. Donc, l'aire de ce carré de 1 km de côté, je peux l'écrire entre parenthèses, 1 km fois 1 km. 1 km au carré. D'où le nom d'ailleurs, bien sûr, du kilomètre carré. Alors, c'est maintenant que dans la parenthèse, je peux convertir le kilomètre en mètres, si je veux convertir les kilomètres carrés en mètres carrés. Donc ça fait 5 fois 1000 mètres au carré. 1000 mètres fois 1000 mètres. Bon, bien sûr, au lieu d'écrire 1000 mètres, j'aurais pu écrire 10 puissance 3 mètres, et c'est ceci que je mets au carré. Donc au final, ça nous fait 5 fois 10 puissance 3 au carré, c'est-à-dire, comme chacun sait, 10 puissance 6, et mètre au carré, je le laisse, ça fait mètre carré. Voilà, donc on voit que cette aire de 5 km², ça fait 5 millions de mètres carrés. Alors, en ce qui concerne les conversions de volume, il faudrait savoir que 1 mètre cube, c'est la même chose que 1000 litres. Et il faudrait savoir que 1 litre, c'est la même chose que 1000 millilitres ou 1000 centimètres cubes. Il faut savoir que 1 litre, c'est la même chose que 1 décimètre cube. Voilà. Alors maintenant, si je prends un exemple de conversion de volume, je peux par exemple convertir 2 micromètres cubes en mètres cubes. Donc là aussi, il faut surtout éviter de faire des tableaux à colonnes dans ce cas-là. 2 micromètres cubes, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois le volume d'un cube de 1 micromètre de côté. Ce volume, je l'écris 1 micromètre fois 1 micromètre fois 1 micromètre, c'est-à-dire bien sûr 1 micromètre, le tout au cube. Donc j'en arrive à l'expression 2 fois 1 micromètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres, c'est ceci qui est au cube. Et donc, ça nous fait 2 fois 10 puissance moins 6, le tout puissance 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 18, et il nous reste mètre au cube, mètre cube.
Voilà, donc 2 micromètres cubes, c'est la même chose que 2 10 puissance moins 18 mètres cubes. Un dernier exemple de conversion, on va prendre cette fois maintenant une masse volumique. Par exemple, si j'écris ρ égale 3 grammes par centimètre cube, voilà comment ça s'écrit, 3 grammes fois centimètre puissance moins 3. Imaginez que je veuille convertir ça en kilogrammes par mètre cube. Alors, j'ai juste à convertir séparément les grammes en kilogrammes et les centimètres cubes en mètres cubes. Donc, une façon d'écrire ça, c'est, je peux écrire que ça fait 3 fois 1 gramme divisé par 1 centimètre cube. Et ensuite, eh bien, je convertis donc 1 gramme, je dis que c'est 1 millième de kilogramme, donc 10 puissance moins 3 kilogrammes, et 1 centimètre cube. Alors, qu'est-ce que c'est que 1 centimètre? C'est 10 puissance moins 2 mètres, et c'est ceci qui est au cube. Donc, finalement, ça nous fait 3 fois 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 6 kilogrammes mètre puissance moins 3. Donc il ne reste plus qu'à simplifier les puissances de 10 et on voit que ça nous fait 3 fois 10 puissance 3 kilogrammes par mètre cube. Voilà, donc 3 grammes par centimètre cube, ça correspond à 3000 kg par mètre cube. Alors, encore une fois, quand on a fait ce genre de calcul, pour éviter de se tromper, enfin pour vérifier ces résultats, on essaie de voir si ça a un sens. Donc, on se dit, par exemple, si on a un cube d'une certaine matière qui pèse un petit cube de 1 centimètre de côté qui pèse 3 grammes, est-ce que un mètre cube de cette même matière va peser plus ou pas? Bon, effectivement, là, on trouve 3000 kg. Donc, ça, a priori, ça va dans le bon sens. Par exemple, si vous faites une erreur sur les puissances de 10, mettons que vous trouviez 3 millièmes de gramme pour un mètre cube. Eh ben, il faut prendre juste 2 secondes pour se rendre compte que ça n'a pas de sens, parce que la masse d'un gros volume de la même matière, c'est forcément plus important que la masse d'un petit volume. Alors, autre type d'erreur extrêmement courante, extrêmement facile à repérer, ce sont les erreurs de cohérence mathématique. Donc, exemple, ici, vous avez un champ électrique qui est donné par une expression qui a l'air assez compliquée, donc une intégrale de dq sur 4 pi epsilon 0 r carré. Bon, peu importe, je ne vais pas discuter le détail de ce calcul. Ce qui m'intéresse ici, c'est que sur le membre de gauche, on a un vecteur, c'est E champ électrique vecteur, alors que sur le membre de droite, en fait, on ne fait que l'intégrale d'un nombre, donc c'est un nombre. Donc ce n'est pas une quantité vectorielle. On ne peut pas avoir un vecteur à gauche et un nombre à droite. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est un type d'erreur qu'on retrouve très souvent dans les copies en mécanique. On voit ça dans tous les domaines et vous voyez bien que c'est très facile en regardant une seconde, en s'arrêtant une seconde, c'est très facile de s'apercevoir qu'il y a un problème. Et effectivement, si on commence une formule comme ça, en l'occurrence, hein, pour le champ électrique, le résultat sera faux parce que dans le champ électrique, si c'est un vecteur, c'est qu'il y a une direction qui est indiquée et donc, bon, cette direction, elle joue un rôle dans le calcul. Alors, j'en arrive maintenant à la partie essentielle de ce que je voulais expliquer dans cette vidéo, à savoir l'utilisation de ce qu'on appelle le calcul dimensionnel. Dans ce terme, on peut retrouver des choses assez compliquées, mais très souvent, il s'agit de choses absolument évidentes, en tout cas, bon, quand on a un tout petit peu l'habitude. Et donc le théorème essentiel, que je vais utiliser maintenant, c'est le théorème dit des patates et des carottes. Enfin, c'est une appellation personnelle. Ce théorème nous dit qu'on ne peut pas additionner des patates et des carottes en physique. Alors, qu'est-ce que c'est? Évidemment, ça veut dire qu'on ne peut pas additionner des grandeurs qui n'ont pas la même dimension. Par exemple, un temps et une vitesse, une longueur et une masse. Si vous trouvez une formule de physique dans laquelle vous additionnez une masse en kilogrammes, par exemple, 3 kilogrammes, et une vitesse, et ben forcément, cette formule de physique n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment la première chose à vérifier et
Dans la plupart des cas, en fait, c'est vraiment immédiat. Il n'y a aucun calcul à faire derrière. On verra des cas un petit peu plus compliqués après, dans lesquels il va vraiment falloir faire ce qu'on appelle le calcul dimensionnel. Mais dans la plupart des cas, c'est évident. Alors, exemple de cas absolument évident et très courant. Vous voyez ici, j'ai un élève qui trouve que l'instant T2 est égal à l'instant T1 plus le rapport V sur C. Or, qu'est-ce que c'est que V? C'est une vitesse et C, dans cet exercice, c'était aussi une vitesse. Donc, V sur C n'a pas de dimension et donc ne peut pas être ajouté à un temps. Voilà, donc cette formule n'a aucun sens. Peut-être que cet élève a mis 5 minutes, 10 minutes à trouver cette expression. En quelques secondes de plus, il aurait pu s'apercevoir que ça n'avait pas de sens. Et même s'il n'avait pas réussi à le corriger, eh bien, il aurait pu mettre dans sa copie, il aurait pu faire la remarque dans sa copie qu'il y avait un problème. Alors maintenant, à titre d'exercice, je vous propose de regarder dans les 3 autres cas que j'ai copiés dans des copies d'élèves de prépa. Je vous propose de regarder tout seul pourquoi ces formules sont fausses et donc pourquoi j'ai pu rayer le résultat sans regarder le détail du calcul. Je précise simplement les notations. Dans ces expressions, V et C représentent des vitesses, T1, T2 sont des temps. Et puis dans le calcul du bas, on a lambda, grand D et petit d qui sont des longueurs. I est une longueur également. Alors, je vous présente maintenant un exemple un petit peu moins simple en électrostatique. Donc, on a un potentiel électrique qui est donné en fonction d'une densité surfacique de charge, d'une constante epsilon 0 et puis de l'expression entre crochets. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit en électrostatique pour s'apercevoir que cette formule est fausse. Alors, comment fait-on? Eh bien, regardez dans le crochet, on a une soustraction entre deux grandeurs. Les soustractions, c'est pareil que les additions en physique, hein. Du point de vue de la dimension, c'est la même chose. On ne peut pas soustraire des patates et des carottes, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc ici, vous avez dans ce crochet, vous avez Z qui est une longueur. Et puis vous avez un terme qui s'écrit donc 1 sur racine de R carré plus Z carré, R étant une longueur aussi. Donc R carré et Z carré ont bien la dimension d'une longueur au carré. Quand j'en fais la somme, eh bien c'est encore une longueur au carré. J'en fais la racine, ça devient une longueur. Mais 1 sur racine de R carré plus Z carré, c'est donc homogène à l'inverse d'une longueur. C'est donc pas homogène à une longueur. Donc on s'aperçoit que ici, le crochet n'a aucun sens. Et si le crochet n'a aucun sens, l'expression globale ne peut pas avoir de sens. Donc ça permet tout de suite de s'apercevoir que la formule est fausse. Dans ce cas-là, hein, le réflexe, c'est de remonter ligne par ligne pour aller détecter la première fois où cette expression apparaît ou la première fois qu'il y a un problème d'homogénéité. C'est souvent à ce moment-là qu'apparaît l'erreur. Alors une petite remarque maintenant en ce qui concerne les dérivées. Alors il faut savoir, peut-être, il faut se rappeler de ce que c'est que la définition d'une dérivée. Une dérivée, c'est la limite d'un rapport. Par exemple, si je reprends l'expression mathématique, qu'on utilise classiquement en terminale, à savoir la dérivée d'une fonction f de la variable x, et on va écrire en terminale ou, en première peut-être, comme définition, f' de x, donc dérivée de la fonction f au point x, eh bien, c'est la limite d'un certain rapport. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rapport? C'est la valeur de la fonction f pour l'abscisse x plus h étant un écart qui est destiné à être petit, moins f de x, et le tout divisé par h, hein. Donc, c'est la limite précisément quand h tend vers 0 de ce rapport-là. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est cette dérivée, c'est le rapport entre un accroissement de la fonction f et un accroissement de la variable x, puisque h, c'est l'écart entre l'abscisse x plus h et l'abscisse x. Donc, quelle est la dimension de la dérivée? Eh bien, on voit, d'après ce calcul, d'après cette définition, on voit que c'est la dimension du numérateur sur la dimension du dénominateur. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Par exemple, quand on calcule une vitesse, eh bien, une vitesse, vous savez que c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Et donc, ça a la dimension d'une abscisse, c'est-à-dire d'une longueur, par un temps. Donc une vitesse est en mètres par seconde, comme vous le savez. Voilà, comme exemple, je reprends une copie d'élèves de prépa et
cet élève écrit donc dès la première ligne V' égale x de t. Donc, alors évidemment, l'erreur, c'est simplement une permutation de la dérivée, c'est-à-dire que la bonne formule, c'était V égale x' de t. Donc le prime a simplement été passé d'un côté à l'autre. Alors, je ne critique pas ça, je ne critique pas cette erreur-là, que je peux très bien faire au tableau, hein, j'en suis tout à fait capable. Simplement, il faut prendre un instant, dès qu'on a la moindre hésitation, il faudrait le faire tout de suite, il faut regarder si c'est homogène ou pas. Donc, si je veux vérifier dimensionnellement ce petit calcul, eh bien, j'écris simplement que la dérivée d'une vitesse, ça a la dimension d'une vitesse divisée par un temps. Or, l'abscisse qui est à droite, ça a la dimension simplement d'une longueur. Alors, une vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est une longueur divisée par un temps. Donc, V sur T, c'est une longueur divisée par un temps au carré. Ça ne peut pas avoir la dimension d'une longueur. Voilà. Donc, quand on a une petite hésitation, ça peut arriver d'avoir un trou comme ça sur les formules de base. Eh bien, il faut penser au calcul dimensionnel. Ça permet de régler tout de suite le problème. Alors, un dernier exemple, avant de rentrer dans le vrai calcul dimensionnel, un dernier exemple de ce qu'on peut tout de suite détecter sans le moindre calcul. Par exemple, je prends une expression d'une certaine énergie, mettons qu'un élève me trouve comme expression de l'énergie d'une particule, mettons 3mg fois L carré sur H. Alors, je prends des notations assez classiques, c'est-à-dire que M, c'est une masse, G, c'est l'intensité de la pesanteur, L et H sont des largeurs et hauteurs, mettons. Alors, cette formule, est-ce qu'elle est homogène ou pas? Eh bien, je dis oui tout de suite. Je n'ai pas besoin d'aller voir quelle est la dimension, par exemple, de G, l'intensité de la pesanteur. Je vois tout de suite que cette formule est homogène. Comment est-ce que je fais? Eh bien, j'ai en tête 2-3 formules de base dont je suis sûr. Et par exemple, il y a, comme chacun sait depuis le collège, il y a une formule qui donne l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, je vais le noter EPP, c'est MGH, des fois noté MGZ. Et il me suffit de comparer ces deux expressions d'énergie. Alors, même s'il ne s'agit pas d'un problème dans lequel on demande une énergie potentielle, peu importe, que ce soit une énergie cinétique potentielle, de quelque sorte que ce soit, eh bien, la dimension reste la même, c'est la dimension d'une énergie. Donc, il me suffit de vérifier que l'expression de gauche a la même dimension que l'expression de droite. Alors, qu'est-ce que je vois comme point commun? Je vois M et G. Donc, ça, c'est tout à fait comparable. Et je regarde la suite. Pour l'expression de gauche, j'ai L carré sur H, qui est homogène à une longueur au carré divisée par une longueur. C'est-à-dire que ça a la dimension d'une longueur. Et à droite, j'ai H, qui est une longueur ou une hauteur, si on veut. Donc, tout va bien. Ces deux expressions sont tout à fait comparables. J'ai donc mg fois une longueur qui est homogène et énergie. Alors, ça ne veut pas dire bien sûr que je suis absolument certain que l'expression de gauche est correcte, puisque une expression peut avoir la bonne dimension sans être correcte. Mettons que la bonne réponse soit 5 mg L carré sur H, ben, j'aurais pas vu le problème. Mais c'est bon signe, bien sûr. Alors, un autre exemple un peu plus compliqué, peut-être en électricité, mettons que je trouve que le temps de décharge d'un certain système électronique composé de condensateurs soit égal à 2π fois une expression compliquée comme racine de R1C1 plus R2C2. Alors là encore, je vais essayer d'éviter de retrouver les dimensions de base parce que pour un condensateur, par exemple, la dimension de C, elle n'est pas évidente à écrire. Alors, je compare à des formules connues. Alors, si vous avez fait l'option, la spécialité physique en terminale, par exemple, eh bien, vous devez savoir que le temps de décharge d'un dipôle RC, c'est noté souvent taux d'ailleurs, eh bien, c'est égal à RC. C'est-à-dire que RC est homogène à un temps. Alors, si je sais ça,
hein. Donc, si vous ne le savez pas, admettez-le simplement. C'est une formule de base dans un cours d'électricité avec des condensateurs. Donc, si vous savez ça, si vous avez ça en tête, eh bien, vous savez que le terme R1C1 qui est à gauche a la dimension d'un temps, le terme R2C2 a aussi la dimension d'un temps, donc ça va, je peux les ajouter. Par contre, si j'en fais la racine, eh bien, j'obtiens la racine d'un temps. Et que je multiplie par 2π ou pas, ça reste la racine d'un temps, puisque 2π, bon, on n'a pas d'unité. Donc je ne peux pas trouver un temps à gauche, donc cette formule, je peux la rayer. Il faut que je trouve une autre formule. Donc peut-être qu'il n'y a pas de racine dans la bonne formule, mais bon, il faut aller remonter sur les lignes au-dessus pour voir à partir de quand il y a un problème d'homogénéité. Bien, alors je passe maintenant à des expressions un petit peu plus compliquées. Par exemple, imaginez que je veuille vérifier la formule suivante qui donne la période des oscillations d'un pendule pour des petits angles. Alors c'est une formule classique, par exemple celle-là, c'est une formule correcte. La période d'oscillation d'un pendule, pour les petites oscillations du moins, c'est 2π racine de la longueur du pendule divisé par l'intensité de la pesanteur. Donc mettons que j'ai bien fait mon calcul, mais je ne suis pas sûr de moi, je veux vérifier si le résultat est homogène. Donc mettons que l'on ne connaisse pas d'autres formules analogues, d'autres expressions d'un temps en fonction de G, intensité de la pesanteur, et d'une longueur. Dans ce cas, bah, il faut appliquer, il faut commencer à faire vraiment du calcul dimensionnel. Alors, en quoi ça consiste le calcul dimensionnel? Ça consiste à exprimer les dimensions de chaque terme dans la partie compliquée de l'expression en fonction de dimensions de base. Alors, les dimensions de base en physique, en tout cas tant qu'on fait de la mécanique, il s'agit de longueur, qu'on va noter grand L en général, de masse, grand M, et de temps, grand T. Si on fait des problèmes d'électricité, il peut y avoir d'autres dimensions de base à introduire, même si en principe, on peut toujours se ramener à masse, longueur et temps. Donc on peut rajouter dans certains problèmes comme dimension de base, la dimension d'un courant ou la dimension d'une température, mettons en thermodynamique. Alors, je vais donner maintenant quelques exemples de calcul dimensionnel. Je vais commencer par des choses simples comme l'intensité de la pesanteur. Donc on note G. Alors, la recette générale, ça consiste à se servir de n'importe quelle formule de physique dont on est sûr. Par exemple, si j'ai intensité de la pesanteur, bah, la première chose à se demander, c'est est-ce qu'on connaît une formule qui définit ce G, ou est-ce qu'elle intervient dans une équation de physique que tout le monde connaît. Par exemple, G, on peut penser au poids P égale mg. Donc, bon, bah, j'écris P égale mg. Ben, je peux comparer ça, je peux écrire par exemple que dans le cadre de la chute libre, le poids, c'est la seule force qui est en jeu. Et donc, on écrit la seconde loi de Newton, et somme des forces égale masse fois accélération. Voilà, donc j'ai pris, même si le contexte de l'exercice n'est pas du tout le cas de la chute libre, je prends une formule que je connais, donc une formule qui est ici qui est relative à la chute libre, et je m'en sers pour déterminer la dimension de G. Alors voilà, j'ai mg égale ma, donc je simplifie, ça fait g égale a. Et donc je vois tout de suite que la dimension de g, bon, moi je vais écrire entre crochets les dimensions, c'est la même chose que la dimension de a, c'est-à-dire c'est une accélération. Et on a vu précédemment qu'une accélération, c'est une longueur divisée par un temps au carré. Ça s'exprime par exemple dans les unités du système international, ça s'exprime en mètres secondes moins 2. Voilà, donc ça y est, j'ai trouvé la dimension de G à partir des dimensions de base qui sont longueur, masse et temps. Donc j'ai une dimension de longueur, temps puissance moins 2. On peut aussi dire que G a la dimension d'une accélération. Alors si je veux maintenant parler des unités pour faire la différence avec les dimensions, hein, donc l'unité dans le système international qu'on note SI, unité de G, c'est mètres seconde moins 2. Donc il faut faire la différence entre unité et dimension, puisque j'aurais pu prendre pour G éventuellement des kilomètres par heure puissance moins 2.
ça aurait également la dimension de longueur temps puissance moins 2. Mais bon, c'est pas du tout adapté au calcul qu'on fait. Si après, par exemple, on veut calculer des forces en newton, des pressions en pascal, ça ce sont des unités dites du système international, ben, il faut que toutes les unités dont on se sert soient aussi écrites dans le système international, donc à savoir mètres, secondes, kilogrammes. Alors, autre exemple, si je prends le cas de l'énergie, je veux savoir quelle est la dimension de l'énergie. Alors, on sait que dans le système international, l'énergie, c'est des joules, mais en termes des dimensions de base, kilogrammes, longueur, seconde, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Là, encore une fois, on peut se servir de n'importe quelle expression dont on est sûr. Par exemple, pour l'énergie, ben, on peut penser à l'énergie cinétique. Donc, on peut dire, par exemple, que dans ce cas, E égale 1 demi de mv carré. Et donc, la dimension de l'énergie, c'est la dimension de 1 demi de mv carré. Alors, qu'est-ce que c'est que 1 demi? Ben, c'est un facteur numérique qui n'a pas de dimension. Donc, c'est la dimension de 1 demi de mv carré, c'est la même que la dimension de mv carré. Et qu'est-ce que c'est que mv carré? Ben, ça, bien sûr, c'est la dimension d'une masse que multiplie la dimension d'une vitesse au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension d'une vitesse? C'est une longueur divisée par un temps. Donc, longueur temps puissance moins 1 au carré, ça c'est v carré, et je multiplie par m. Donc, bon, en développant, ça fait masse, longueur au carré, temps puissance moins 2. Voilà, on vient de trouver la dimension d'une énergie. Alors, on aurait pu le faire de plein d'autres façons différentes. Par exemple, au lieu de passer par l'énergie cinétique, je peux penser à l'énergie potentielle de pesanteur, E égale mgh ou mgz. Donc, dans cette expression, m représente une masse, g c'est l'intensité de la pesanteur dont on vient de déterminer la dimension de base tout à l'heure, et puis h c'est une hauteur. Donc, je peux écrire encore une fois que la dimension de E, c'est la dimension de mgh, et j'y vais, je développe. Donc, dimension de m, c'est une masse. La dimension de g, ben, je viens d'écrire tout à l'heure, c'est longueur temps puissance moins 2, c'est la dimension d'une accélération, et h, c'est la dimension d'une longueur. Bon, je regroupe les termes qui vont ensemble, ça fait masse, des longueurs, il y en a deux termes, donc longueur fois longueur, longueur au carré, temps puissance moins 2. Évidemment, si on ne s'est pas trompé, on doit retrouver la dimension qu'on a obtenue précédemment. Ça permet de vérifier rapidement la dimension de l'énergie. Ok, donc autre façon de retrouver la dimension de l'énergie, je peux par exemple dire que un travail, c'est de l'énergie. Un travail, c'est quoi? C'est homogène à une force que multiplie une longueur. Bon, donc si je détermine la dimension d'une force, eh bien, je pourrais retrouver la dimension de l'énergie. Alors, comment retrouver la dimension d'une force? Eh bien, je peux penser bien sûr à ce qui définit une force, à savoir la seconde loi de Newton. J'ai force ou somme des forces égale masse fois accélération. Donc, je peux écrire F égale ma, et donc la dimension d'une force, c'est la dimension de m fois la dimension d'une accélération. M, c'est une masse, donc ça fait grand M, et l'accélération, c'est une longueur divisée par un temps au carré. Par exemple, ça peut s'exprimer dans les unités SI, mètres, secondes, moins 2. Donc, ça y est, j'ai plus qu'à multiplier F par L, et je trouve que la dimension de l'énergie, c'est M L T-2 qui multiplie L. Et on retrouve, voilà, encore une fois, M L carré T-2. Donc ça, il ne faut pas le savoir par cœur, hein, l'expression ml carré T-2 pour une énergie, mais il faut savoir le retrouver assez vite. Si je veux, par exemple, trouver la dimension d'une puissance, une puissance, qu'est-ce que c'est? Par définition, je vous rappelle que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc, en utilisant ce que j'ai dit précédemment sur les dérivés, évidemment, la dimension de la puissance, c'est simplement la dimension d'une énergie divisée par la dimension d'un temps, donc sur t. Je me sers de ce que j'ai écrit tout à l'heure, et je vois que je n'ai plus qu'à diviser par t, donc ça fait ml carré t puissance moins 3. Voilà,
la dimension d'une puissance en unité de base, à partir des dimensions de base. Donc, voilà, maintenant, si on fait le parallèle avec les unités usuelles, bon, l'énergie, ça a comme dimension, comme unité usuelle, le joule. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 1 joule, c'est la même chose que 1 kg fois 1 mètre carré et divisé par une seconde au carré. Donc, par seconde au carré. Pour les forces, on peut dire que bon, l'unité du système international pour les forces, c'est le newton. Donc on peut dire que 1 newton, c'est la même chose que 1 kg que multiplie 1 mètre divisé par une seconde au carré. Voilà. On peut prendre ça comme définition du newton. Dernier exemple, si je veux par exemple calculer la dimension d'une pression, ben, j'écris ce qui définit la pression, c'est pression égale force divisée par surface. Alors la force, ben, je viens de trouver sa dimension. Donc si je veux calculer la dimension de la pression, je n'ai qu'à diviser la dimension de la force par la dimension d'une surface. Alors je recopie, divisé par la dimension d'une surface, qui est évidemment des longueurs au carré. Donc ça y est, j'ai la dimension d'une pression, c'est M, L puissance moins 1, T puissance moins 2. Quelle est l'unité dans le système international, quelle est l'unité de la pression? C'est le pascal. Donc, je peux dire que, par définition, finalement, 1 pascal, c'est la même chose que 1 kg divisé par 1 mètre divisé par une seconde au carré. Alors, comment peut-on se servir de tout ça? Eh bien, je voulais vérifier, par exemple, si la formule qui donne la période d'oscillation d'un pendule peut être donnée par 2π racine de L sur G. Alors pour le vérifier, il suffit de vérifier que la dimension de la période d'oscillation, qui est évidemment un temps, doit être égale à la dimension de 2π racine de L sur G. Alors 2π, ça n'a pas de dimension, c'est un facteur numérique mathématique, donc il faut juste vérifier que la dimension de racine de L sur G est la même que celle de t, c'est-à-dire un temps. Alors, j'écris donc t égale, je mets un point d'interrogation parce que c'est ce que je veux vérifier, t égale, eh bien, la dimension de racine de L sur G, c'est racine de la dimension de L sur G. Donc, dimension de L, évidemment, c'est une longueur, je laisse la même notation. Et la dimension de G, ben, on a vu tout à l'heure que c'était homogène G à la dimension d'une accélération. Donc on sait qu'il s'agit de longueur temps puissance moins 2. Je simplifie et je trouve racine de t carré, c'est-à-dire égal à t. Donc on vérifie que 2π racine de L sur G a bien la dimension d'un temps. Donc ça ne veut pas dire forcément que la formule est correcte, puisque la formule correcte aurait pu être 3π racine de L sur G, bien sûr, mais c'est homogène. Alors quand on veut vérifier ce genre de formule, on peut aussi se poser quelques questions qualitatives. Par exemple, si on observe un pendule pesant de longueur L, on peut se demander ce qui se passe si on augmente cette longueur. Alors avec un tout petit peu d'observation et d'intuition, on se rend compte que le pendule est de plus en plus lent quand la longueur augmente. Et donc ça correspond bien à cette formule-là. Alors, autre exemple, je voudrais savoir si une formule qui donne une force en fonction d'une masse volumique, d'une surface et d'une vitesse peut s'écrire comme ceci. Alors, regardons si les dimensions sont identiques de part et d'autre de l'équation. La dimension de la force, on l'a écrite tout à l'heure, c'est une masse qui multiplie une longueur fois un temps puissance moins 2. Est-ce que cette dimension est égale à celle d'une masse volumique? Alors, la masse volumique, c'est par définition, je vous rappelle, la masse volumique, c'est une masse divisée par un volume. Donc, la dimension d'une masse volumique, c'est la dimension d'une masse divisée par la dimension d'un volume, c'est-à-dire par une longueur au cube. Donc,
la dimension de ρ, c'est masse fois longueur puissance moins 3. Je dois multiplier ça par la dimension de S. S, c'est une surface, donc c'est une longueur au carré. Et je multiplie enfin par la dimension d'une vitesse. Une vitesse, c'est une longueur divisée par un temps. Donc, il suffit de vérifier maintenant, terme à terme, si les coefficients de masse, longueur et temps correspondent de part et d'autre. Alors, je regroupe les termes à droite. Ça nous fait masse fois longueur puissance. Alors, des longueurs, j'en ai 0. Donc, je regroupe les termes à droite. Ça nous fait masse fois longueur puissance 0 fois temps puissance moins 1. Donc, on s'aperçoit que ce n'est pas identique. À gauche et à droite, il y a la masse qui colle, mais les puissances pour les longueurs et le temps ne sont pas identiques de part et d'autre. Donc, cette formule n'est pas homogène, donc elle n'a aucune chance d'être vraie. Un dernier exemple, je veux vérifier si la formule suivante peut être vraie. dx sur dt, donc dérivée d'une certaine abscisse x par rapport au temps, est égale à g sur L. Je me demande si c'est possible. Donc pour ça, je vérifie quelles sont les dimensions de base pour chaque terme. Alors dx sur dt, je vous rappelle que ça a la même dimension que x sur t, donc à savoir une longueur divisée par un temps. Donc, savoir si c'est vrai, ça revient à savoir si longueur divisée par un temps est égale à la dimension de g, donc on vient de voir que c'est la dimension d'une accélération, donc c'est longueur temps puissance moins 2, divisé par longueur. Là, on voit que ça ne colle pas puisque ça nous fait temps puissance moins 2. Longueur divisée par temps ne coïncide pas avec temps puissance moins 2, donc la formule précédente est forcément fausse. Vous voyez qu'avec un petit peu d'habitude, ça prend quelques secondes. Alors en fait, avec ce calcul dimensionnel, on peut faire mieux que ça. On peut deviner en partie des formules. Alors ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais dans pas mal de cas simples, on peut arriver à donner une expression littérale pour une quantité demandée sans avoir résolu le problème. Alors ça, on peut s'en servir bien sûr quand le problème est très compliqué, puis on peut aussi s'en servir pour avoir une petite idée avant une vraie démonstration. Alors, premier exemple, imaginez qu'on cherche un temps de chute d'un objet que l'on lâche d'une certaine hauteur h. Mettons que cet objet est une masse m et mettons que l'intensité de la pesanteur soit notée g. Je voudrais savoir s'il existe une expression homogène qui donnerait un temps de chute, qui donnerait un temps donc, en fonction de ces trois paramètres qui, a priori, pourraient intervenir, à savoir la masse, l'intensité de la pesanteur et la hauteur de chute. Alors, mettons que cette formule existe. Imaginons donc que le temps de chute soit donné à une constante près par un produit comme ceci. H puissance un certain coefficient A, M puissance un certain coefficient B et G fois un certain coefficient C. Alors, il y a peut-être une constante devant, ça peut être 2π ou 492, je ne sais pas, mais je veux avoir au moins la dépendance en fonction de ces grandeurs H, M et G que je viens d'introduire. Donc, cherchons ces coefficients A, B et C. Comment est-ce que je fais? J'utilise le calcul dimensionnel. Je vais dire que la dimension du membre de gauche doit être égale à la dimension du membre de droite. Alors, à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a un temps, évidemment. Donc, ce que je veux, c'est que cette dimension soit égale à la dimension de h puissance a, c'est-à-dire une longueur puissance a, multipliée par la dimension de m puissance b, donc m c'est une masse, masse puissance b, et multipliée par la dimension de g puissance c. Alors g, on a vu, c'est homogène à une accélération, donc c'est une longueur que multiplie un temps puissance moins 2, le tout puissance c. Alors je n'ai plus qu'à regrouper ces termes, et je trouve donc pour L, j'ai L puissance A plus C. Pour la masse, j'ai M puissance B. Et pour le temps, j'ai T puissance moins 2C. Donc, je veux que ceci soit égal à la dimension d'un temps. C'est pour ça que je mets un point d'exclamation, c'est que je veux que ce soit identique. Bon, le temps, qu'est-ce que c'est? C'est temps puissance 1
que multiplie masse puissance 0 et que multiplie longueur puissance 0. Je n'ai plus qu'à identifier les coefficients. J'en déduis que, par exemple, pour le coefficient de L, j'en déduis que A plus C est égal à 0. Pour le coefficient de M, j'en déduis que B est égal à 0. Et pour le coefficient de T, j'en déduis que moins 2C est égal à 1. Alors, si moins 2C égale 1, ça nous fait bien sûr C égale moins 1,5. Et comme A plus C est égal à 0, j'en déduis que A est égal à 1,5. Conclusion, s'il existe effectivement une formule qui donne un temps en fonction de ces trois paramètres, masse, intensité de la pesanteur et hauteur h, cette formule s'écrit forcément sous la forme temps de chute égale à une constante près, donc proportionnelle à h puissance a avec a égale 1,5, donc h puissance 1,5, que multiplie m puissance 0, donc m, je peux l'oublier, et que multiplie g puissance c égale moins 1,5, c'est-à-dire donc g puissance moins 1,5. Alors comment est-ce que ça s'écrit ça? Ça s'écrit aussi temps de chute proportionnel à puissance 1,5, c'est racine, donc j'en déduis h sur g, racine de h sur g. Donc encore une fois, quand on fait du calcul dimensionnel, on ne sait pas quelle est la valeur de la constante qui se trouve éventuellement devant cette expression littérale. Donc on a par exemple, on pourrait avoir temps de chute est égal à 2π racine de h sur g. On pourrait simplement avoir temps de chute égale exactement racine de h sur g. Alors autre exemple, j'ai une masse accrochée à un ressort de raideur k. La masse vaut m, et je fais osciller cette masse sur le ressort étant bien sûr accroché sur un point fixe. Donc la question c'est quelle va être la période des oscillations. Alors ça, encore une fois, c'est un cas qui est relativement simple, c'est assez facile de trouver la formule, mais mettons que je n'y arrive pas, que je ne sache pas comment démarrer. Alors je peux avoir une idée de la réponse simplement par calcul dimensionnel. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Bien, il suffit de dire que cette durée d'oscillation, que je vais appeler petit t, elle doit être une fonction des paramètres qui semblent jouer un rôle dans le problème. Donc ces paramètres, c'est la masse, donc mettons masse puissance A. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? K, raideur du ressort, K puissance B, et puis je peux imaginer, mettons, que l'intensité de la pesanteur, G, joue un rôle. Voilà, on ne voit pas tellement d'autres paramètres dans ce modèle simple. On pourrait imaginer peut-être éventuellement d'ajouter un coefficient de frottement, mais dans ce cas-là, bien sûr, ça complique un petit peu le modèle. On pourrait y arriver quand même. Alors, partons sur ces trois dimensions, sur ces trois paramètres, masse, raideur du ressort et G. Pour pouvoir s'en servir, il va falloir déjà déterminer la dimension de la raideur d'un ressort dont je n'ai pas parlé jusque-là. Qu'est-ce qui va donner cette dimension? C'est simplement l'équation qui définit la raideur d'un ressort. Donc pour ça, on écrit souvent pour les ressorts la force qu'exerce un ressort qui est tendu sur ses extrémités. Cette force, elle est proportionnelle avec justement ce coefficient de proportionnalité K. Elle est proportionnelle à l'allongement du ressort. Alors l'allongement, souvent on le note longueur moins longueur initiale, longueur à vide, L0, mais je vais le noter simplement K fois X, X étant cet allongement. Donc l'allongement, c'est bien sûr, c'est à la dimension d'une longueur. Pour avoir K qui m'intéresse, évidemment, je vais faire la division. K est égal à F sur X. Et j'en déduis que la dimension de K, c'est simplement la dimension de F divisée par la dimension de l'allongement X. En ce qui concerne F, on l'a déjà écrit, la dimension d'une force, d'après la seconde loi de Newton, on a trouvé que c'est la dimension masse fois longueur, temps puissance moins 2. Et la dimension de X, l'allongement, évidemment, c'est une longueur. Donc j'en déduis que K a pour dimension de base masse fois temps puissance moins 2. Bon, maintenant, je peux rentrer ça dans l'équation du dessus, l'équation aux dimensions, et j'en déduis que si une formule comme celle-ci existe, je dois avoir la dimension d'un temps qui doit être égale à la dimension d'une masse puissance A, que multiplie la dimension de K, c'est-à-dire mt-2, puissance B, et que multiplie encore la dimension de G, intensité de la pesanteur, puissance C.
Alors on a vu d'autre part que G a la dimension d'une accélération, à savoir longueur temps puissance moins 2. Donc j'écris T égale tout ça et je regroupe maintenant les termes qui vont ensemble. Donc pour les masses, par exemple, je vois que j'ai masse puissance A plus B. Pour les longueurs, je vois que la longueur n'intervient que dans la dernière parenthèse, donc longueur puissance C. Et pour les temps, j'ai à droite T puissance moins 2B moins 2C. Voilà, ça, cette combinaison-là doit se réduire à un temps tout seul, c'est-à-dire, bien sûr, ça doit être égal à masse puissance 0 que multiplie longueur puissance 0 et que multiplie temps puissance 1. Et je n'ai plus qu'à identifier tous ces termes. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Pour les puissances de m, on en déduit que a plus b est égal à 0. Pour les puissances de L, on en déduit que C est égal à 0. Et pour les puissances de T, on en déduit que moins 2B moins 2C est égal à 1. Alors, les deux dernières se simplifient puisque C égale à 0, ça nous fait moins 2B est égal à 1, et on en déduit B égale moins 1 demi. Et avec la première, A plus B est égal à 0, on en déduit que A est égal à 1 demi. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? On peut déduire que si une telle formule existe, on doit avoir forcément ce temps, cette durée d'oscillation, qui doit être égale à une constante près, donc je mets un signe de proportionnalité. La formule doit être donnée à une constante près par m puissance 1,5, donc j'ai une masse puissance 1,5, que multiplie k puissance b, c'est-à-dire k puissance moins 1,5, que multiplie g puissance c, g puissance 0. Donc en fait, g n'intervient pas. Alors qu'est-ce que c'est que m puissance 1,5, k puissance 1,5? Ça s'écrit plus simplement m sur k, et je prends la racine de tout ça. Donc voilà, s'il existe une formule correcte qui donne le temps d'oscillation, la durée d'oscillation d'un pendule constitué d'une masse m accrochée sur un ressort de raideur k, je m'aperçois par calcul dimensionnel, même si je n'ai pas réussi à mettre ce problème en équation, je m'aperçois que ce temps doit être proportionnel à racine de m sur k. Et en passage, je vois que finalement l'intensité de la pesanteur ne joue aucun rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce système, masse-ressort oscillerait avec la même période sur la Terre, sur la Lune, sur Mars et sur Jupiter. Alors, si une formule de physique est correcte, forcément, elle est homogène. Donc, si on veut s'assurer que l'on n'a pas fait d'erreur, c'est vraiment une bonne chose de faire, comme je viens de le faire, un petit peu de calcul dimensionnel. Quand on a l'habitude, ça prend vraiment assez peu de temps, c'est très rentable. Maintenant, il existe quand même des cas où la formule est homogène, mais fausse. Alors, pour essayer de s'en prémunir, on peut essayer de vérifier une dernière chose, c'est les cas simples. Dans les formules, il y a très souvent un cas qui est vraiment intuitif et dont le résultat est à peu près certain. Donc, regardons par exemple le cas de deux cordes qui sont reliées l'une à l'autre. Vous avez une corde légère à gauche et puis une corde un peu plus lourde à droite. Si vous envoyez une onde depuis la corde de gauche, il se peut que cette onde soit en partie renvoyée vers la gauche au niveau de la jonction. Alors, il se trouve que la formule qui donne le coefficient de réflexion, c'est-à-dire l'amplitude de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente, elle est donnée en fonction de ce qu'on appelle la masse linéique de chaque corde. Donc, pour simplifier, si vous avez une corde lourde, la masse linéique est importante. Si vous avez une corde légère, la masse linéique est faible. C'est la masse linéique, c'est la masse par unité de longueur. Alors, comment vérifier cette formule que je viens d'entourer? Bien, prenons déjà un cas très simple, le cas où les deux cordes en fait sont identiques, c'est-à-dire c'est le cas où la masse linéique mu1 est égale à la masse linéique mu2. Dans ce cas, si vous avez une onde qui arrive sur la gauche, cette onde ne rencontre jamais aucune discontinuité puisque finalement c'est le même type de corde à gauche et à droite, tout se passe comme si vous n'aviez qu'une corde. Donc, on sent bien dans ce cas-là qu'il ne doit pas y avoir de réflexion sur la jonction puisque physiquement, il n'y a pas de jonction. Donc, le coefficient R doit être égal à 0 si mu1 est égal à mu2. C'est ce qu'on vérifie immédiatement sur cette formule.
Donc voilà, cette formule, elle est homogène puisque le coefficient de réflexion, c'est un rapport d'amplitude, donc ça n'a pas de dimension. L'expression qui est à droite n'a pas de dimension non plus. Et en plus, donc, on vient de voir sur un cas simple que cette formule est vérifiée. Il y a peut-être un autre cas qui est un petit peu moins intuitif sur cet exemple-là, c'est le cas où la corde de droite est extrêmement lourde. Donc si, elle est tellement lourde qu'elle ne peut pas bouger, mettons c'est quasiment un mur, vous avez affaire en fait à la corde de gauche qui serait attachée à un mur. Alors dans ce cas-là, bon, c'est peut-être un petit peu moins intuitif, pour vous, mais, il se trouve que l'onde incidente serait renvoyée, à l'envers, vers la gauche au niveau de la tâche sur le mur et donc ça correspondrait à un coefficient de réflexion qui vaut -1. Alors c'est ce qu'on peut voir aussi sur cette formule. Si vous dites que la corde de droite est extrêmement lourde, ça veut dire que mu1 est relativement petit, mu2 est énorme, tend vers l'infini et dans ce cas-là, le rapport qui est écrit à droite, le rapport, R, ce coefficient de réflexion, il tend vers -1. Donc là, c'est aussi vérifié. Donc si vous avez une formule qui non seulement est homogène, mais en plus est vérifiée dans 2 cas, relativement simples, eh bien ça serait quand même diabolique, si ce n'était pas la bonne formule. Alors autre exemple, je veux vérifier la formule que nous avons sous les yeux, V de t égale 10 sur sinus de 2 moins t en mètres par seconde. Mettons qu'il s'agisse de la vitesse, d'un objet calculée à l'instant t. Alors, la première chose à se demander dans ce genre d'expression où on a un dénominateur, c'est est-ce que le dénominateur peut s'annuler? Et ici, effectivement, on voit tout de suite que pour t égale 2 secondes, mettons, le sinus s'annule et donc v tend vers l'infini. Donc c'est ce que j'appellerais un cas pathologique. Ça, il faut absolument le détecter rapidement pour voir s'il s'agit bien d'une erreur ou si simplement la formule à laquelle j'ai abouti n'est valable que dans un domaine de temps limité. Alors, dernier exemple, voici une formule qui est liée à l'effet Doppler. Vous avez une source sonore qui se déplace et qui émet un son à une certaine fréquence, qui est notée fréquence de la source mobile. Cette source se déplace à la vitesse v par rapport à un récepteur fixe et vous avez la vitesse du son qui est indiquée v indice son. Donc, cette formule nous donne la fréquence à la réception par le récepteur fixe. Alors, on peut se poser la même question que précédemment. Vous avez ici un dénominateur qui peut s'annuler et on voit qu'il s'annule dès que la vitesse de la source est égale à la vitesse du son. Donc voilà, on peut se dire que cette formule n'est certainement pas valable lorsque la vitesse de la source est égale à la vitesse du son. Ça ne veut pas dire forcément que cette formule est fausse. En fait, cette formule reste vraie tant que la vitesse de la source est inférieure à la vitesse du son. Et si la vitesse de la source devient égale ou supérieure à la vitesse du son, en fait, il faut remettre en équation le problème et il s'agit pour le coup du passage de la vitesse du son. On a une onde de choc et donc les équations sont complètement différentes. Donc cette vérification que l'on vient de faire permet de s'apercevoir que la formule n'est valable que dans un certain intervalle pour la vitesse de la source. Alors, en conclusion, comment vérifier ces résultats en physique? Eh bien, la première chose, il faut absolument penser, une fois qu'on a son résultat, une fois qu'on l'a encadré, il faut prendre quelques secondes pour se poser des questions. Alors, ces questions, ce sont d'abord des questions de bon sens. Est-ce que j'obtiens un résultat qui a un sens? Si par exemple j'obtiens une durée négative, il est clair que mon résultat n'a aucun sens. Ce sont des questions d'ordre de grandeur. Si j'ai un atome qui fait plusieurs kilogrammes, là non plus, ça ne risque pas d'avoir de sens. Donc, si vous ne trouvez pas la source de l'erreur, eh bien, au moins il faut le préciser dans votre copie, vous montrer comme ça au correcteur que vous avez au moins ce souci-là. Alors après, c'est question de bon sens, il faut vérifier, comme on l'a vu, la cohérence mathématique. Par exemple, on n'écrit pas qu'un vecteur est égal à un nombre.
Et puis, il faut vérifier, dans la plupart des cas, c'est très rapide, il faut vérifier que la formule est homogène. Donc, la première chose, c'est que les termes, que l'on ajoute ou que l'on soustrait dans les formules doivent être, de la même dimension. Si ça paraît un petit peu long à faire, on peut essayer de penser à comparer nos expressions à des expressions bien connues en physique. Et puis, si on a un petit peu plus de temps à y consacrer, eh bien, il faut, pour les cas un peu plus compliqués, il faut décomposer la dimension de chaque terme en dimensions de base pour pouvoir comparer les termes les uns aux autres. Et puis si on a le temps, eh bien, on peut prendre également quelques cas particuliers extrêmement simples pour lesquels on a un résultat intuitif, bien connu. Et donc si vous avez un résultat qui donne le bon ordre de grandeur, qui est homogène et qui correspond à la prévision physique dans quelques cas extrêmement simples, eh bien, ce serait vraiment, pas de chance que votre résultat soit faux. Pour conclure, j'espère que toutes ces remarques, vous seront utiles pour toute votre carrière de scientifique et n'hésitez pas à vous entraîner sur, tous les exercices qui se trouvent dans le polycopier que j'ai mis en lien sous cette vidéo.